Bonjour à vous, si c'est maintenant que vous nous rejoignez sur la télé du 21e siècle, bienvenue dans cet autre numéro de l'émission Starcom. Vous le savez, ici, notre mission, c'est de vous aider à mieux comprendre les dessous de l'actualité sociopolitique de la Guinée. Ceci pour vous permettre de prendre position sur ces sujets de l'actualité guinéenne en toute responsabilité. Aujourd'hui, dans cette émission Starcom, nous faisons une spéciale sur la liberté de la presse en Guinée. Il faut dire que l'actualité reste un peu occupée par notamment cette situation qui prévaut en Guinée, qui concerne la liberté de la presse en Guinée après la condamnation par le tribunal de première instance de Kaloum de 3 journalistes de la radio Nostalgie FM, notamment Ibrahima Souré Lenkonsouma, Sidi Diallo, Tierno Madjouba, à 2 mois de prison avec sursis et au paiement de 500 000 francs guinéens d'amende chacun. Le syndicat de la presse privée de Guinée avait notamment dénoncé cette décision, notamment appelant à ce que cette décision soit liberticide et juridiquement infondée, soit purement et simplement rangée dans les tiroirs des couloirs judiciaires. Parti, il faut rappeler, vendredi dernier, déposer une plainte contre le juge du tribunal de première instance de Kaloum qui a condamné ces 3 journalistes de la radio Nostalgie. Les représentants des associations de presse sont plutôt sortis satisfaits du ministère de la Justice. Ils ne saisiront pas, donc, notamment le conseil judiciaire de la magistrature suprême, puisque le ministre de la Justice, Maurice Doumbouya, a reconnu qu'il y a eu une erreur d'interprétation de la loi par une formation de jugement et a promis de faire corriger l'erreur dès la semaine prochaine, notamment cette semaine qui débute aujourd'hui. Alors nous, dans cette émission, on pose le débat. Faut-il parler d'un début de soulagement pour les hommes de médias dans l'exercice de leur métier? Quelle analyse peut-on faire de l'évolution de la presse en Guinée durant ces 10 dernières années en Guinée? Quels sont les défis de la presse guinéenne pour une véritable promotion de la liberté d'expression en Guinée? Toutes ces réponses seront répondues dans cette émission, mais ça sera juste après ça. De retour sur ce plateau et merci d'être avec moi également dans cette émission Starcom, dans ce numéro spécial consacré également à la presse guinéenne parce que le plus souvent on s'intéresse aux autres, mais cette fois-ci on regarde notamment la maisonnée. Pour en parler, je reçois pour vous sur ce plateau Diaray Girassi. Elle est la secrétaire générale du syndicat de la presse privée de Guinée, mais aussi nous aurons des invités au bout de fil tout au long de cette émission. En premier, Aboubakar Kamara, président de l'Union des radios-télévisions libres de Guinée, mais aussi Moussa Iboun Konté, président du comité de droit d'accès à l'information publique. Alors, je vais commencer par dire bonjour à mes invités déjà qui sont avec moi sur le plateau. Camarades, salut, bienvenue dans l'émission Starcom sur la télé du 21e siècle. Salut camarades et merci beaucoup pour l'invitation. Une première, hein? Ouais, une première. Vos impressions? Bon, elles sont bonnes. Ouais. On attend de finir avec l'émission, puisque c'est ceux qui nous envoient sur ce plateau. Merci. Également avec moi dans cette émission, mon acolyte de tous les jours et pourquoi pas, alter ego de cette émission, Boubacar Azoka Ba. Merci également d'être avec moi dans cette émission. Aujourd'hui, qui a un double, double casquette. Parce que j'ai appris que vous êtes le président du réseau des médias, le Remigui. également. Merci d'être avec moi dans cette émission. Nous avons signé la déclaration conjointe avec les associations de presse pour dénoncer la condamnation de ces confrères à laquelle vous avez fait allusion tout à l'heure. Ouais. Alors, il faut dire quand même qu'aujourd'hui, il n'est pas avec moi dans cette émission comme chroniqueur, mais également comme invité parce qu'il est le président d'une association des médias en Guinée. Alors, Azoka, on va revenir notamment sur cette situation en Guinée avant de parler de tout ce qu'on a aujourd'hui comme devoir. Et vous êtes notamment de la première génération de la presse guinéenne. Il y a eu beaucoup de combats au temps du régime Lansana Conté qui était portant militaire. On aspirait notamment un petit soulagement à la presse avec l'arrivée d'un président civil démocratiquement élu. 10 ans après, quel est le bilan qu'on peut faire de l'évolution de la presse guinéenne aujourd'hui? Je pense que le bilan n'est pas du tout élogieux parce que des journalistes continuent toujours à être menacés, les journalistes continuent à être intimidés, les médias continuent à être suspendus et le président en personne a toujours tenu des discours qui ne sont pas du tout rassurants à l'endroit des médias. Si vous vous rappelez, ces dernières années, ce sont des attaques contre non seulement les journalistes en Guinée, il n'y a pas de journalistes en Guinée, Alpha Condé a eu à le dire, à le répéter, c'est des attaques contre l'organisation qui défend les médias à travers le monde, Reporters sans frontières.
Et pourtant, nous revenons de loin. Et je rappelle que juste dans les années 90, il n'y avait pas une véritable liberté de la presse en Guinée. Il a fallu d'abord qu'on adopte une première loi sur la liberté de la presse, la L005, si j'ai bonne mémoire, qui avait été adoptée. Il faut le rappeler également sous la transition. C'était une transition qui était là. Ouais. Et cette loi, on l'avait qualifiée de trop répressive parce que il y avait des articles dedans qui envoyaient directement des journalistes en prison. Ouais. Hein, quand il y avait des cas de diffamation, les juges étaient devant un tribunal, les journalistes partaient en prison. On a vu beaucoup de cas de journalistes qui ont été emprisonnés à l'époque parce qu'ils ont soit critiqué le système en place, soit parce qu'ils ont dénoncé des cas de corruption au niveau de l'armée. Et puis on est venu, au fur et à mesure que les choses avançaient, il y a eu la pression à l'Assemblée nationale. On a voulu adopter une loi pour la libéralisation des ondes. Vous savez que la première loi sur la liberté de la presse, elle ne donnait pas l'accès aux médias audiovisuels, il n'y avait pas de liberté audiovisuelle. Donc il y a eu un combat qui a été mené par les associations de presse, les journalistes eux-mêmes. En 2006, on a accepté la libéralisation des ondes. Donc à partir de 2006, vous le savez, il y a eu les premières radios privées, Nostalgie, et puis Liberté FM. Et puis, il y a eu beaucoup de radios qui ont vu le jour, mais il y avait toujours ces menaces, parce qu'on était sous une loi qui était très répressive. À chaque fois, les journalistes partaient en prison, des journalistes étaient bastonnés. Et puis, en 2010, il y a eu la transition avec le capitaine Moussa Dadis et le CNDD, un conseil national de la transition a été mis en place. Et aussitôt, ce conseil mis en place, les parlementaires, on peut les appeler comme ça, ont pensé à revoir la loi sur la liberté de la presse. Donc, ils ont consulté tous les instruments nationaux, mais aussi internationaux, afin que notre loi soit quand même conforme à ce qui se passe au niveau de la sous-région, que ce soit au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Ghana. Donc, ils ont essayé de faire en sorte que nous ayons une loi quand même qui est conforme à ce qui se passe. Donc, il y a une loi 002 CNT du 22 juin 2010 qui porte donc sur la liberté de la presse en Guinée. Et donc, elle est composée de beaucoup de titres. Le premier titre, déjà, ça parle de la liberté de l'information. Et donc, à l'article 1er, on précise que la presse écrite, la presse en ligne, l'édition, la librairie, l'audiovisuel et toute autre forme de communication sont libres en Guinée. Tout citoyen, c'est cela qu'il faut bien préciser l'importance de cette loi, c'est-à-dire tout citoyen guinéen a le droit de créer, de procéder, d'exploiter une entreprise de presse, d'édition. L'exercice ne peut être limité que par la loi. Ça veut dire que cette loi, elle n'est même pas faite seulement pour les journalistes en matière de presse et d'expression. Elle est ouverte à tout citoyen guinéen qui a le droit de s'exprimer librement. Et donc, au-delà de ça, elle définit également c'est quoi un journaliste, la qualité des journalistes en République de Guinée. Donc, toute personne qui a un diplôme d'une école qui est reconnue par l'État guinéen et qui exerce dans une entreprise est reconnue comme journaliste en Guinée, et dont la principale activité est régulière et consiste à la collecte, le traitement, et la diffusion de l'information. Et le législateur va plus loin parce que ça concerne une profession qui est libérale et tous ceux qui sont titulaires de diplômes, qui sont équivalents de licence et qui ont suivi des pratiques professionnelles de plus de 2 ans au moins également, sont considérés et qui en tirent bénéfice rien qu'en faisant de la profession de journaliste. Ils sont aussi considérés comme des journalistes. Ça veut dire que c'est aussi étendu pour faire en sorte que les gens puissent s'exprimer librement. Et ce qui est intéressant, c'est que parmi les infractions, sur tout ce qui concerne les infractions par voie de presse, il y en a plusieurs. Il y a la provocation et l'apologie, quand un journaliste est reconnu d'avoir propagé des discours haineux, racistes, etc., s'il est coupable, il est puni d'une amende allant de 1 million à 5 millions. Seulement, pas de prison. Il y a les outrages à la pudeur, et puis il y a une section 4 qui concerne la diffamation. Tout ça là, dès qu'un journaliste est reconnu coupable, c'est-à-dire il ne revient pas à un juge
de le condamner à une peine privative de liberté. Ouais. Les juges, ce qu'ils peuvent faire, c'est de condamner les journalistes à payer une amende. Oui. C'est ce que nous avons constaté aujourd'hui, malheureusement. Le juge du TPI de Kaloum a condamné les journalistes à 2 mois à sortie de sursis. On va revenir notamment sur cette affaire de nos confrères de Nostalgie. Je voudrais juste avoir également l'avis de la nouvelle génération à travers la secrétaire générale du syndicat. Et c'est vrai quand même que ça a été un combat très dur. D'abord la mise en place du syndicat. Assez de choses s'est passé en termes d'interpellation. Aujourd'hui, avec le recul, quelle est votre appréciation de l'évolution de la presse en Guinée durant ces 10 dernières années, notamment sous le magistère d'Alpha Condé? Bon, vous savez quand même que ce pouvoir, depuis son accession à la magistrature suprême, n'a jamais été tendre envers la presse, puisque les autorités à quelque niveau que ce soit tentent régulièrement quand même de censurer les médias critiques au pouvoir sous prétexte administratif ou juridique. Nous avons vu beaucoup de cas, des exemples n'en finissent pas. Le dernier cas, c'est l'affaire dite Nabaya Gate, puisque nous avons vu des journalistes qui ont mis cette information à la disposition du grand public inquiété, puisque la concernée, celle qui est citée dans l'affaire, a quand même s'est précipitée pour saisir la justice, alors qu'il y avait déjà une enquête en cours. Donc, si nous regardons aussi le classement de Reporters sans frontières, nous voyons quand même que la Guinée est en bas du tableau, puisque nous avons reculé de 3 points. Nous sommes arrivés à la 110e place, ce qui suppose qu'en matière de liberté de la presse, il y a quand même beaucoup à faire. Nous assistons à beaucoup de choses. Vous avez vu le dernier cas en date, c'est le cas des journalistes de l'équipe Africa 2015 qui ont été condamnés sous la base de la loi pénale, alors qu'il y a une loi spécifique avec laquelle un journaliste qui est reconnu pour la L002 sur la liberté de la presse, qui a été mise de côté, et ils se sont référés sur la loi pénale pour condamner ces journalistes. C'est pourquoi nous, au syndicat, nous avons pris les choses en main, et après nous avons dit il faut alerter. Ce qui veut dire, si je vous comprends bien, vous deux ici sur ce plateau, on peut dire que la presse guinéenne, notamment sous le pouvoir d'Alpha Condé, a été malmenée. Il n'y a pas eu d'acquis. Et elle continue d'être malmenée. Il y a quand même eu des acquis, mais quelques rares exceptions. Par exemple, la loi d'accès aux informations publiques. C'est un acquis, ça, quand même, il faut le dire. Voilà, on vient de l'adopter à l'Assemblée. Elle avait été adoptée en 2010 par le CNT. Elle n'a pas été promulguée. Elle n'a pas été. Voilà, c'est ça. Donc, c'est quand même quelques rares acquis, même si ce n'est pas acquis dans la totalité, mais on se dit quand même que c'est une avancée en matière de liberté de la presse. Parlons de cet autre facteur, pour moi, qui semble être l'autre baromètre de mesure un peu de l'évolution de la presse guinéenne sous le magistère d'Alpha Condé, c'est un peu la HAC, l'autorité en charge de régulation des médias. On sait que durant toujours, la HAC a été presque une institution indépendante, mais la dernière loi qui a été adoptée par l'Assemblée nationale et aujourd'hui la formule de nomination, le président notamment de la HAC, avant c'était le conseil des commissaires qui s'est retrouvé, maintenant c'est par décret. Est-ce que là, on peut dire également que ce n'est pas l'autre expression de cette volonté du pouvoir notamment de réduire c'est pas les prérogatives de la presse. Il faut dire les choses par leur nom, c'est un musulman des médias. La haute autorité de la communication, en son état actuel, elle n'est pas une institution indépendante. La précédente était mieux à défendre les journalistes, parce que la présidente était élue par ses pairs, c'est-à-dire l'ensemble des commissaires choisissent les candidats et puis ils élisent un président ou une présidente. La nouvelle loi adoptée par le nouveau Parlement, elle a réduit tout. C'est-à-dire le nombre de représentants. Tout ça là, ils peuvent accepter. Encore que les personnes que le pouvoir a envoyées, c'est des militants du parti RPG Arc-en-Ciel qu'on a envoyés à la haute autorité de la communication. Des militants qui, à chaque fois qu'il y a des plénières pour statuer sur un cas de journal, disent il faut sanctionner, il faut sévir. Est-ce que vous comprenez? Mais au-delà de ces membres, le président de l'institution, avec tout le respect que je dois à M. Boubacar Diallo, qui m'a enseigné, qui est d'une probité irréprochable. Mais quand un président d'une institution qui régule les médias en Guinée est nommé par le président de la République,
il se sent un peu, en tout cas, obligé parfois d'accepter, de se soumettre. Voilà, c'est le mot que je cherchais, de se soumettre. Et donc, à ce niveau, il y a des véritables problèmes. C'est-à-dire, pour moi, la haute autorité de la communication est morte du moment où c'est le président de la République qui désigne le président de cette institution. En tant que journaliste, on ne se sent plus protégé par cette institution parce que le président de la République peut décider, dire au président de la HAC, faites ceci, si tu ne fais pas cela, je t'enlève. Et la loi, c'est la loi qui le dit. C'est le président de la République qui nomme le président de la haute autorité de la communication. Donc à ce niveau, je pense que nos députés n'ont pas été très très vigilants. Ils auraient dû aider au moins les médias à avoir toute cette liberté, à avoir toute cette capacité à jouer leur rôle de quatrième pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu, lorsqu'il a été question de la couverture des élections présidentielles, l'élection du 10 octobre, lorsqu'un site internet s'est permis de diffuser les dépouillements. Notamment Guinée Matin. Voilà, Guinée Matin a diffusé les dépouillements dans une circonscription. Et puis, c'est une suspension directe qui est tombée de la part de la haute autorité de la communication. Et pourtant, les mêmes PV alors que, si vous lisez la loi sur la liberté de la presse que j'ai ici, elle définit dans quelles conditions un site internet peut être suspendu. C'est-à-dire, il y a d'abord l'avertissement, il y a le blâme, et puis il y a la suspension, et puis après, il y a l'interdiction. Mais on est allé directement à la suspension, et ça a causé des préjudices énormes au site Guinée Matin. Ça veut dire déjà qu'il y a des problèmes, non seulement déjà institutionnels en ce qui concerne la gestion des médias en Guinée. Donc, on ne peut pas parler d'indépendance si l'autorité qui nous gère n'est pas du tout indépendante. Même si nous y avons des représentants, mais c'est des gens qui sont nommés par décret. Diarra Glassi, parlant de cette loi sur la HAC, notamment, qui a quand même changé un peu le nomenclature et le fonctionnement de la HAC, on sait que le syndicat était un peu dans son combat pour une représentativité, mais qui n'a pas été acquise. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que toutes les conditions ou tous les facteurs sont réunis aujourd'hui pour empêcher cette liberté ou cette expansion de la presse en termes de promotion? Parce que déjà, on a vu depuis tout ça, on parle de nos confrères. Voilà, moi je suis resté sur ma fin par rapport à la communication, notamment du président de la HAC, Boubacar Yassine Diallo, sur la question de nos journalistes. Comment est-ce que vous y voyez? Il ne peut rien. Voilà, donc. Oui, il pouvait rien faire puisqu'il a été nommé par le président de la République. On regrette donc cela sous-entend qu'on a souvent décréé Martin Condé, on l'a tellement décréé, mais aujourd'hui on la regrette. On la regrette. Elle a été nommée par ses pairs. Oui, exactement. Donc cela sous-entend quand même qu'il doit faire entre guillemets ce que le demande le président de la République. Donc vous avez vu sa façon de parler sur une émission le mercredi. Donc ça prouvait à suffisance qu'il n'était pas indépendant dans ses propos. Il y avait beaucoup de méfiance. Vous savez, cette loi portant composition de la HAC, à mon avis, a été révisée pour pouvoir amener la presse à se réduire. En perspective notamment du double scrutin. Exactement, c'était une façon de museler la presse, c'était une façon d'influencer la presse, d'intimider la presse, et c'était une façon de réduire en néant cette corporation. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Parce que sur le terrain, il y a quand même eu beaucoup plus de solidarité entre les hommes de médias pour pouvoir fustiger cette décision, permettant au président d'avoir en sa guise la haute autorité de la communication. Mais malgré des sorties de part et d'autre, que ce soit de la part du syndicat ou des associations de presse, mais ça n'a pas quand même empêché l'Assemblée nationale à voter cette loi qui permet aujourd'hui au président de la République de nommer que ce soit le président de cette institution ou encore les commissaires. Nous avons vu d'ailleurs la représentation, la représentativité des commissaires. Vous avez vu, il y a quand même eu des commissaires qui siègent à la HAC aujourd'hui qui n'ont pas l'âge requis. Évidemment. Des gamines, c'est ça. Voilà, des militants. Nos institutions ne doivent pas être des désacralisation de l'institution, sincèrement. Des lieux où on parachute des militants pour les récompenser de leur engagement politique. Et malheureusement, c'est ce qui arrive. Si vous parlez avec certains membres de la haute autorité de la communication, ils vous diront que ces gens-là, on les envoie là. Parfois, ils empêchent même
le président de faire bien son travail, parce que quand même il faut reconnaître que Yacine est d'une très bonne volonté, il veut que les choses s'améliorent, mais quand il y a des militants des partis politiques, notamment celui du pouvoir, dans une institution qui régule les médias, ils ne verront que ce que le parti souhaiterait que la presse soit, c'est-à-dire une presse qui ne critique pas le régime en place, une presse au pas, une presse qui est toujours là pour chanter tout ce qui est beau, mais qui ne dit rien de ce qui est mal. Et c'est très grave. Ça fait en sorte que la HAC a perdu son caractère indépendant. Ah oui. Et nous, journalistes, on ne peut pas se fier à cette HAC. Oui, même dans les communications, il y a eu moins d'interpellations de la HAC. Notamment des confrères dans cette affaire. Non, on ne peut pas l'interpeller parce que c'est... Et pourtant, c'est ce qu'il J'avoue que moi, je ne fais pas du tout confiance en cette institution, en sa forme actuelle. J'ai beaucoup apprécié la précédente HAC. On a eu à faire beaucoup de marches pour venir vers la HAC. Mais celle-là, je ne sais pas ce qu'elle peut changer comme... faire comme amélioration pour nous du moment où le président, je répète, est nommé par le président. Vous avez compris, hein, c'est une période de vaste maigre pour la presse guinéenne, mais on s'en remet à la détermination, pourquoi pas des corporations, des associations de presse et du syndicat de la presse de Guinée. Il faut rappeler que dans cette deuxième partie de cette émission, nous parlons également de cette affaire de nos confrères de Nostalgie, dont la décision a été finalement annulée par le ministère de la Justice, et les enseignements qu'il faut tirer de cette décision, ça sera juste après ça, mais aussi on aura des invités dans cette émission. De retour dans cette émission Starcom consacrée essentiellement à la liberté de la presse en Guinée, avec notamment ces multiples interpellations des journalistes. Ils sont toujours avec moi sur ce plateau. Boubacar Azoka, président de Remigui, réseau des médias sur Internet en Guinée. Merci pour la correction. Également, Diarra Girassi, secrétaire général du syndicat de la presse privée de Guinée. Alors, on va désormais parler de l'actualité. Ces confrères de Nostalgie qui ont été mêlés notamment à cette affaire judiciaire. Finalement, on a vu ce verdict notamment du tribunal de première instance de Kaloum qui a condamné nos confrères notamment à 2 mois de prison avec sursis et au paiement de 500 000 francs guinéens comme amende chacun. Il y a eu assez de réactions, mais ce qui est plus insultant, si vous permettez l'expression, c'est que ces confrères ont été jugés sur la base du code pénal et non sur la loi de la presse guinéenne. Alors, Azoka, comment est-ce que vous avez interprété cette décision? Est-ce que c'est une mauvaise interprétation ou c'est fait à dessein justement pour continuer à tirer la presse vers la queue? Je pense que c'est fait à dessein, parce qu'on dit en droit que nul n'est censé ignorer la loi, et d'autant plus qu'un juge de la trempe... Non, mais c'est des humains, Azoka, c'est des êtres humains. Ils peuvent... des humains. Mais un juge ne peut pas dire qu'il ne connaît pas qu'il y a une loi sur la liberté de la presse sur laquelle on se fonde, au moins pour juger tout ce qui est délit de presse concernant non seulement les journalistes, mais tout citoyen. J'ai rappelé que l'article 1er dit que tout citoyen guinéen a le droit de posséder, de créer, d'exploiter une entreprise de presse, d'édition. Ça veut dire que c'est une loi que les juges, normalement, quand ils ont un dossier qui concerne les journalistes, ils doivent l'avoir avec eux. Le code pénal ne s'applique que lorsqu'il y a crime. S'il y a un crime, si un journaliste est reconnu qu'il a commis un crime ou un délit qui ne rentre pas dans le cadre de la liberté de la presse, on le juge sur la base du code pénal. Parce qu'il faut se dire que les journalistes, on ne dit pas que nous sommes au-dessus des lois. C'est supra. Voilà. Mais si là où nous sommes actuellement là, j'ai fait une infraction ou un truc que quelqu'un va qualifier de diffamation, c'est en se basant sur la loi sur la liberté de la presse qu'on va me convoquer. Et si on me convoque, c'est une citation directe devant le juge. Je viens, le juge me notifie ce dont on me reproche, et puis bon, j'ai des délais par rapport à ce que la loi dit pour me préparer à répondre à tout et tout. Et puis si je suis reconnu coupable, le juge me condamne à payer des amendes, puisque c'est une diffamation par voie de presse. Le juge ne me condamne pas à une peine privative de liberté, même si elle est assortie de sursis. Donc, le problème, c'est que là, le juge, oui, je pense qu'il a failli en son devoir
un homme de loi, il doit connaître la loi. Est-ce que vous me comprenez? La loi 002 portant liberté de la presse, pour le moment, c'est elle qui juge tout ce qui est lié au délit par voie de presse et tout ce qui, que ce soit journaliste ou citoyen. Il n'y a même pas d'amalgame. Il n'y a pas d'amalgame à faire entre cette loi et le code pénal. Je rappelle que le code pénal, c'est pour les crimes. Donc, ce qui veut dire, c'est l'argument du ministre parlant de certaines façons de couvrir, peut-être. Oui. C'est très grave quand un ministre de la Justice parle d'erreur. C'est vrai que nous sommes des humains, tout être humain peut commettre des erreurs, mais aller jusqu'à condamner des journalistes, c'est la base d'un code pénal, alors que vous avez des lois, une loi qui est applicable à ces journalistes. Je pense que ça, Diana Guirassy, on a vu quand même un syndicat très hargneux qui, je rappelle quand même, avait exigé d'ailleurs notamment que cette décision à la fois liberticide, ça j'ai dit les mots du syndicat, et juridiquement infondée soit purement et simplement rangée dans les tiroirs notamment des couloirs judiciaires. Alors, qu'est-ce qui a fâché le syndicat dans ce verdict? Ce qui a fâché le syndicat, parce que nous avons vu une volonté affichée, puisque dans ce dossier, nous l'avons suivi, le procureur avait requis 1 an de prison ferme contre ces journalistes. Et comment? Puisque quand la sœur Marie-Louise Barry, la directrice de l'école des jeunes filles de Kaloum, elle s'est fait désormais une bonne publicité, a saisi la justice, a assigné ces journalistes en justice. Donc, quand ils ont montré leur badge, délivrés par leur entreprise de presse, et le procureur a dit que lui, il ne reconnaissait pas ces badges, puisque ce n'était pas une carte professionnelle de presse délivrée par la haute autorité de la communication. Donc moi, je me dis que c'est sur cette base-là que le juge s'est fondé pour pouvoir juger ces journalistes qu'il ne reconnaissait pas, entre guillemets, en tant que journalistes, puisqu'ils n'avaient pas de carte professionnelle de presse. Mais vu le contexte dans lequel ils ont été interpellés, on se rend effectivement compte que ces journalistes étaient pleinement dans l'exercice de leur métier et ils ont rendu l'information par voie de presse. Donc je ne vois pas pourquoi on ne les jugerait pas sur la base de la L002 que sur la loi pénale. Donc je ne comprends, le syndicat n'a pas compris cette démarche des juges, et nous, comme le ministre a dit que c'était une erreur d'interprétation, nous disons que c'était une faute lourde, même si le ministre a quand même tenté de couvrir le juge en question, parce que il y avait eu une plainte conjointe des associations de presse et du syndicat contre ce juge Abdoul Gadri Diallo, qui a rendu cette décision de justice illégale et infondée. Alors, Azok, il faut rappeler quand même que vendredi dernier, on était tous là-bas, il y avait quand même une grande mobilisation des journalistes, parce qu'il y avait le syndicat avait amené une plainte, notamment comme l'a rappelé la secrétaire, contre ce juge. Mais finalement, le ministre de la Justice a rencontré les associations de presse et les représentants notamment qui étaient présents là-bas. Le syndicat qui était pourtant parti avec une boule d'action, parce qu'il y avait un sitting qui était prévu et d'autres actions. Mais les actions sont sorties satisfaites. Et aujourd'hui, le ministre dit qu'il va saisir le Conseil supérieur, notamment des magistratures, pour qu'il y ait une annulation. Alors, est-ce qu'on peut dire que le ministre Mouri Doumbouya prend en compte la situation en termes de remaniement ministériel, ou bien c'est juste un début de plus de conscience par rapport au rôle et à la place qu'on devrait donner à la presse guinéenne? Est-ce qu'on peut parler d'un début de soulagement des journalistes? Bon, peut-être qu'on peut parler de début de soulagement, mais je rappelle que ce n'est pas la première fois qu'on juge les journalistes. En Guinée, c'est la base des lois qui ne leur sont pas applicables. Je rappelle qu'il y a eu beaucoup de juges qui ont jugé des journalistes ici. C'est la base de la loi sur la cybercriminalité, la protection des données à caractère personnel, la loi 0037, une loi dans laquelle toutes les infractions sont punies de peines allant de 1 an jusqu'à 3 ans et à des amendes de 20 millions à 300 millions d'amendes. Lorsqu'il y a eu le dossier d'affaires de diffamation du procureur contre Lynx, la radio Lynx FM, c'est sur cette loi que la justice était basée pour mettre Aboubakar en détention préventive, sous liberté naturellement conditionnelle. Et puis c'est sur cette même loi que Lansana Camara du site Conakry
live avait été jugé. Et imaginez-vous que la loi n'avait même pas été promulguée à l'époque. Donc ça veut dire qu'il y a des récidives. Oui, voilà, nous avons à présent en ligne dans cette émission notre premier invité, M. Aboubakar Kamara, président de l'Union des radios et télévisions libres de Guinée. M. Kamara, bonjour, bienvenue dans l'émission Starcom sur la télé du 21e siècle. Bonjour, cher. Alors, il faut dire quand même que la situation est un peu plus morose en ce qui concerne la liberté de la presse. Alors, il y a cette décision du ministère de la Justice. D'aucuns parlent d'une annulation, notamment de la décision. D'autres ne comptent pas grand-chose. Alors, vous, en tant que président de l'Ultelgui, qu'est-ce qu'on peut savoir de cette décision du ministre Mori Doumbouya? Merci beaucoup pour l'opportunité. Peut-être qu'il faut d'abord expliquer en amont que ce n'est pas une décision d'annulation directement du ministre Mori Doumbouya, mais en tant que ministre de tutelle, c'est-à-dire le ministère de la Justice et garde des Sceaux, si vous voulez, en quelque sorte, ils ont la responsabilité en amont de garantir l'exercice des droits publics sur le territoire guinéen. Donc, je crois que c'est ce qui a motivé le ministre avec son cabinet lorsqu'ils ont appris cette décision, ce verdict rendu par le juge Gadiri le 13 janvier dernier, dans le procès qui opposait les 3 journalistes à la dame Jeanne-Marie, je crois. Le fait marquant dans ce processus, c'est que il est très rare dans les procès que vous voyez que toutes les parties au procès relèvent appel. Ouais. Je crois que cela doit être dit et compris. Dans le procès qui opposait ces journalistes à cette dame, les 2 parties au procès, c'est-à-dire les accusés, ceux qui sont accusés de diffamation, qui étaient les 3 journalistes, et le procureur, c'est-à-dire c'est le parquet qui poursuit. Toutes ces parties ont relevé appel. Ouais. Donc cela a une seule définition, c'est qu'il y a ce qu'on appelle, il y a eu insuffisance professionnelle. Insuffisance professionnelle et non erreur professionnelle. Non, c'est ce que je veux dire. Insuffisance professionnelle pour les uns, c'est-à-dire ceux qui sont du milieu, ils diront qu'il y a eu insuffisance professionnelle parce qu'ils estiment qu'il y a eu erreur d'interprétation de la loi par le juge Gadiri. Alors que nous, le domaine, nous disons tout simplement qu'il y a eu faute professionnelle parce que nous avons vu l'arrêt. Et dans l'arrêt, vous avez 3 différentes lois qui sont visées. Oui. Il a visé le code pénal, il a visé le code de procédure pénale, et en 3e ressort, il a visé la loi sur la liberté d'affaires. Ouais. Vous comprenez? Donc, cela nous amène à dire que le juge est bien sûr, ou était bien sûr conscient de l'existence d'une loi de République de Guinée qu'on appelle la F002, justement, qui encadre l'exercice du métier de journaliste en Guinée. Maintenant, qu'est-ce qui a amené le juge à outrepasser cette loi et aller prendre 2 autres lois pour condamner ces journalistes? Je crois aujourd'hui c'est la grosse question. Et ça nous amène à être partagé entre faute professionnelle ou erreur d'interprétation de la loi. Je crois que la question reste posée. Alors, maintenant, ce qui s'est passé, oui, c'est que le ministre, à travers ses démembrements, et son cabinet et autres, a demandé au parquet de Kaloum, où le jugement s'est tenu, de relever appel par rapport à la décision. Parce que le ministre n'a pas autorité, n'a pas mandat et ne peut pas annoncer une décision de justice lorsque cette décision elle est déjà rendue. Mais le parquet, qui est c'est-à-dire l'avocat de la société qui poursuit dans l'affaire, a relevé appel pour dire que je ne suis pas satisfait de la décision du verdict rendu par le juge. Et Maître Béabogui, qui est l'avocat des 3 journalistes, avait aussi, avant le parquet de Kalou, avait interjeté déjà appel. Donc, lorsque
Et dans les situations comme ça, quand le parquet relève appel, à 93% des cas, vous avez la chance d'avoir la victoire. Mais quelle victoire? La victoire pour annuler, puisque bon, on ne va pas parler de cassation vu qu'on n'est pas arrivé à la Cour suprême, mais pour annuler la décision rendue par le tribunal de première instance de Kaloum. Donc, il y aura un autre jugement qui doit s'opérer, mais cette fois-ci avec les soins du tribunal, de la Cour d'appel de Conakry. Oui. Voilà, dans le même dossier, c'est-à-dire que l'avocat va revenir et Maître Béa, depuis la semaine passée, le document relevant appel du parquet de Kaloum lui a été transféré par moi-même. Je lui ai transféré le dossier parce que le ministre avait demandé à ce que l'avocat soit en possession de ce document, ce qui a été fait. Mais avant, Maître Béa nous avait confié déjà et il m'a ramené le document d'enregistrement qu'il a introduit au parquet de Kaloum, lui demandant de référer pour signifier qu'on interjecte appel dans la procédure, dans le jugement rendu. Alors, M. Camara, aujourd'hui, la question est de savoir qu'est-ce qu'il faut déduire de cette décision du ministre Maurice Doumbouya en tant que président de l'Ultergui? Bon, il faut dire quand même que c'est une, je crois que c'est une première en matière de justice, moi, concernant la presse, bien sûr. Et lorsqu'on venait, et Tam l'avait rappelé, le président de la GIPEL, lorsqu'on venait au ministère, c'était pour venir déposer une plainte contre le juge Gadiri. Mais on a été agréablement surpris, d'abord par l'accueil, mais aussi par la promptitude de la réaction qui a été celle du ministre et de tout son cabinet. Parce qu'on a compris que toute la machine avait été mise en branle, c'est-à-dire le cabinet du ministre, et on a trouvé en place le bâtonnier, c'est-à-dire des avocats, l'association des magistrats. Donc tout le GOTA était là pour justement permettre à ce que l'explication soit de façon claire. Et le ministre n'est pas allé du dos de la coutière, il a parlé, et on le comprend, en tant que ministre de la Justice, il a parlé d'une mauvaise interprétation de la loi. Ouais. Et il a quand même signifié qu'en Guinée, jusqu'à preuve du contraire, comme ce que nous aussi nous avons dit, jusqu'à preuve du contraire, en matière de délit de presse à la République de Guinée, la seule loi qui sied, c'est la M002. Donc, cela nous a réconfortés, et c'est à la suite de cela que le ministre nous a même parlé de cette intention de son ministère qui avait déjà instruit au parquet de Kaloum de relever appel dans ce dossier-là parce que cela allait dans le sens de respecter. Oui. Mais il y a cette dernière information dans l'affaire Nabaya Gate. Le tribunal a finalement décidé d'abandonner les charges contre les 3 journalistes, notamment Moussa Moïsila de Bundu de Guinée News et Ibrahima Souri Traoré de Guinée 7. Comment est-ce que vous l'accueillez également cette nouvelle? Bon, vous savez, je crois que c'est le droit qui est en train d'être dit. Et comme on le dit le plus souvent à quelque chose de malheureux, ce jugement rendu par le juge Gadiri nous a permis, nous de la corporation, les hommes de médias, de monter au créneau et de montrer à l'opinion en face, à l'opinion nationale, mais aussi aux autorités de la France, pour dire qu'on ne peut pas se laisser faire lorsque nous sommes dans notre droit. Ouais. Donc, je crois, en République de Guinée, la loi L002 est une loi organique, et nous connaissons quand même quelques procédés en matière judiciaire. Donc, je crois que tout cela a prévalu à ce que les gens prêtent beaucoup plus d'attention aux différents dossiers qui sont en instance dans les différentes juridictions du pays. Bien. Et je crois que c'est toute cette façon de voir qui a prévalu aujourd'hui à ce que nous ayons cet autre résultat qui nous réjouit quand même à plus d'un titre. Merci. Nous regrettons de passage, il faut dire que nous regrettons de passage le fait que par le passé, Lansana Camara qui avait passé une semaine à la DPG, à la direction de la police judiciaire, il faut le souligner, c'est un truc qui mérite d'être dénoncé jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai que la loi n'est pas rétroactive, mais je crois que c'est des comportements qu'il faut dénoncer. Un journaliste, dans le cadre du délit de presse, si délit il y en a, ne doit pas passer par une police judiciaire.
C'est une convocation qu'on appelle citation. Vous êtes largement compris, monsieur Aboubakar Kamara. Je rappelle que vous êtes le président d'Ultergui. Merci d'être passé dans cette émission Starcom sur la télé du 21e siècle. Au revoir. Alors, nous, on va revenir sur ce plateau Azoka. C'est vrai quand même qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un début de prise de conscience, mais il y a un véritable problème aujourd'hui autour de cette loi. Parce que si les juges eux-mêmes voilà, continuent à soi-disant faire des erreurs ou des erreurs d'interprétation, alors qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour la presse guinéenne? C'est que la loi là... Je pense qu'il faut continuer à multiplier les contacts, les rencontres avec les magistrats. Je pense qu'il récemment, il y a eu des contacts entre les juges, les procureurs et les journalistes pour qu'on puisse ensemble étudier, voir nos textes et qu'on puisse savoir quel texte appliquer quand il y a problème avec les journalistes. Je ne répète pas, Aboubakar Kamara l'a bien précisé. Ouais. Quand il y a délit, quand il y a diffamation par voie de presse, c'est la loi 002. Mais ça ne veut pas dire que si un journaliste il vole quelque part. Oui, il fait des publications sur sa page. Il fait des trucs sur sa publication, Facebook, là, qu'on va le prendre. On va aussi dire qu'il est. Mais quand c'est un délit, qu'on dit diffamation par voie de presse, c'est la loi 002 qui est applicable. Et il a rappelé que la citation, le journal ne doit pas aller devant la direction centrale de la police judiciaire et autres. Quand c'est un délit, c'est par voie de presse. C'est une citation devant le procureur, et puis vous discutez. Et puis, si ça ne va pas, vous allez en procès. Si vous êtes reconnu coupable de diffamation, vous payez une amende. Et puis voilà, puisque on a dépénalisé. L'autre aspect, c'est qu'il faut former aussi les journalistes. Il faut que les journalistes connaissent cette loi. Nous allons parler de ça dans la deuxième partie. Nous sommes nombreux à ne pas maîtriser un peu le contenu de cette loi. On reviendra sur ça, Azoka, dans la dernière et troisième partie de cette émission, de ce numéro de Starcom consacré essentiellement à la question de la liberté de la presse en Guinée. On marque une courte pause, on revient juste après dans cette émission. Merci pour votre considération et confiance à chaque fois et tous les jours renouvelés à cette émission Starcom, plus particulièrement cette télé Star 21 TV. On vient dans cette émission pour la troisième partie consacrée sur la liberté de la presse en Guinée avec ses multiples interpellations des journalistes. Alors, on va désormais jeter un coup de projecteur sur les mots qui assaillent le monde de la presse guinéenne, Azoka. Il faut rappeler quand même que... Diarra, on lui donne la... Oui, voilà, parce que c'est la plus active. Vous êtes... voilà, c'est un directeur... Voilà, non, c'est un directeur qui n'est plus sur le terrain. Vous êtes plus sur le terrain. Alors, Diarra, il faut dire quand même qu'aujourd'hui, il y a un problème de loi ou d'interprétation de la loi, mais à l'interne, la presse guinéenne, il y a également quelques pratiques qui également tirent vers la queue. Voilà, la corporation, manque d'unité, manque de formation, manque de responsabilité, tout ça. Bon, vous savez, Azoka a soulevé un point très intéressant qui a attiré mon attention, c'est par rapport à l'interprétation des textes de loi, parce que ça fait assez de problèmes aujourd'hui. Vous savez, il y a quand même beaucoup de magistrats qui n'ont pas à disposition cette L002. Et beaucoup de magistrats aussi ont du mal à interpréter cette loi sur la liberté de la presse. C'est pourquoi d'ailleurs, quand on est allé rencontrer le ministre, l'association des magistrats a demandé au ministre d'organiser des ateliers pour pouvoir vulgariser le contenu de cette L002 et pour pouvoir amener les magistrats à mieux l'interpréter. Ça, c'est un facteur. Mais du côté des journalistes, il y a un véritable problème puisque les journalistes confondent la loi sur la cybersécurité et celle sur la liberté de la presse. Puisque beaucoup de journalistes, quand ils ont des informations ou quand ils font des enquêtes sur le terrain, ils sont beaucoup plus à l'aise à mettre le résultat des informations dont ils disposent sur leur page, sur les réseaux sociaux, alors que ce n'est pas un canal approprié pour un journaliste pour divulguer une information ou pour divulguer
le résultat d'une enquête sur leur page. Donc ça, nous déplorons cela. C'est pourquoi d'ailleurs, nous, au syndicat, nous avons dit que nous sommes du côté de la vérité, mais quels sont les journalistes que le syndicat doit soutenir en cas de problème? Ce n'est pas des journalistes, entre guillemets, qui sont irresponsables, mais c'est des journalistes qui sont responsables. Mais face à cette responsabilité, nous avons quand même beaucoup de problèmes, puisque nous avons du mal quand même à responsabiliser des journalistes, puisqu'il y a eu des journalistes qui ont été assignés ou qui ont été... Je dirais encore que les cyberactivistes, les blogueurs, les influenceurs, hein, tous les journalistes qui font des alertes, eux aussi, ils sont protégés. Il ne faut pas occulter ça aussi, c'est-à-dire, parce que si on se met dans un contexte, on dit, bon, on va se baser sur la loi sur la liberté de la presse seulement, où on ne va pas regarder ce que les journalistes font sur Internet. Il y a les nouveaux médias également. Voilà. Parfois aussi, ça peut laisser justement cette brèche qui va pousser des juges à dire, bon, on va mettre ce journaliste sur la loi sur la cybersécurité, la protection des données personnelles, au lieu de le mettre sur la loi sur la liberté de la presse. Vous savez, le problème avec l'Internet, vous pouvez publier par voie de presse et après republier sur votre compte personnel. Vous partagez l'article, mais sur un canal de presse. Mais si vous partez directement sur votre page, votre profil, et que vous faites des révélations, là, ce n'est plus journaliste. Vous êtes poursuivi en tant que simple citoyen, pas en tant que journaliste. Donc, c'est ce que nous essayons de faire comprendre. Mais quand même, il y a beaucoup de problèmes qui surgissent parce que nous avons vu quand même des journalistes arrachés dans la circulation et amenés de force à la DPJ. Ce qui n'est pas normal. Il y a quand même une procédure à suivre pour pouvoir interpeller un journaliste, comme l'a dit Azoka. Quand il y a délit, le journaliste vient comparaître directement devant le procureur. Il y a la question de formation également. Parce que mais bon, c'est une question aujourd'hui qu'on peut mettre un peu de parce que la plupart quand même on a des écoles, mais on a des écoles de journalisme. Oui, mais le contenu reste à désirer. Non, attendez. Voilà, il faut le dire également. Beaucoup de personnes qui enseignent. Personnellement, j'ai enseigné dans 2 grandes universités de la place. Il y a des étudiants aujourd'hui qui viennent et qui apprennent le métier de journalisme dans des universités. Ça, on ne peut pas parler de la formation. Ils apprennent la pratique. Maintenant, il y a qui sont venus, ils disent, oui, je suis d'accord avec vous. Il y a d'autres qui ont envahi. Manque d'emploi. Il y en a qui ont envahi la profession. Ça aussi, il faut décanter. Je pense que pour cela, Yacine a parlé de la carte de la presse, où on va essayer de savoir qui est réellement journaliste et qui ne l'est pas. Mais quand on fonde sur ce que nous dit le texte de loi, c'est bien de dénoncer l'État, mais quand même, il ne faut pas aussi oublier les problèmes. Tous ceux qui sont passés par des écoles de journalisme, tous ceux qui ont des licences équivalentes à des écoles, ils sont reconnus et qui pratiquent. Ils sont reconnus comme journalistes. Je prends l'exemple notamment sur les sites internet et les journaux, bon, même si la presse écrite n'est pas bien aux anges, mais Azoka, vous connaissez, aujourd'hui, quand vous regardez, quand vous partez à l'ARAC, sur la liste des organes de presse qui existent, des journaux, et vous regardez le sérieux, le contenu et même le niveau de ces journaux, voilà, ça. Mais vous savez, nous avons vu quand même des sites d'information qui se référaient sur des comptes des particuliers pour pouvoir traiter des informations sans même la vérifier. Alors que la vérification de l'information, c'est quand même le b.a.-ba du métier. Tu ne peux pas prendre une information, il faut recouper, il faut quand même vérifier l'information avant de la porter sur la place publique. C'est quand même quelque chose à ne même pas expliquer. Ça, c'est le b.a.-ba. Mais malheureusement, il y a un autre problème qui s'impose dans notre pays. Quand on a un bon parolier, un grand parolier, on s'exprime bien et on se dit, bon, comme il parle bien, il faut qu'il vienne dans les médias, alors que le journalisme, c'est de là. N'est pas journaliste qui le veut, ça s'apprend. Il y a quand même des techniques de base à apprendre avant de se lancer dans le métier, mais ce qui n'est pas respecté.
Ouais. Donc c'est dommage quand même. C'est ce qui fait que sur le terrain, nous rencontrons beaucoup de problèmes. Il y a des journalistes fictifs, ça, il faut le dire, qui viennent sur le terrain, qui ont tout le matériel de journalistes. Vous les voyez, ce sont des journalistes et ils se réclament des organes de presse. Donc, parfois qui n'existent pas, ou dont ils ne sont pas membres. Ils ne sont pas membres. Et ça, quand même, c'est des problèmes. Il y a un fourre-tout, c'est un fourre-tout aujourd'hui. Il faut essayer de décanter que les vrais journalistes exercent ce métier et ceux qui sont venus par la fenêtre. Alors, parlons à présent de la question notamment des promoteurs de médias, parce que c'est notre facteur. Aujourd'hui, si on a des brebis galeuses, c'est parce qu'on a des entreprises de presse normalement qui ne doivent pas exister, parce qu'on ne crée pas une entreprise de presse et qu'on ne soit pas à mesure d'employer ces journalistes ou d'en faire notamment ou de payer un contrat de travail. Alors vous, du côté du syndicat, vous étiez sur un projet, ou vous êtes sur un projet, le projet de la convention collective de la presse privée de Guinée. Où en est-on? Parce que ça, sincèrement, c'est la solution en quelque partie à toute cette pagaille. Oui, vous savez, il y a eu une commission qui a été mise en place et dont M. Camara de Lurtelli, il paraît que les patrons ne veulent pas entendre, non, non. Les Azoka. Non, les patrons ont été associés à toutes les étapes. Ils ont été associés, mais il faut dire quand même qu'il y a eu quand même des points de divergence, notamment sur la grille salariale, puisque les patrons disent qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, alors que selon leurs propos, le syndicat demande beaucoup. Au-delà même, le syndicat demande même au-delà du SMIC. Qui est, non, mais c'est ce qui est normal. Donc, vous voyez, il y a quand même ce petit problème qui fait un peu de blocus, mais je pense que ça ne va pas faire un grand problème, puisque c'est à un niveau où les choses avançaient et que on avait quand même confiance que ça allait se débloquer dans sous peu de temps. Mais malheureusement, le coronavirus s'est invité dans la danse et ça fait que les travaux sur cette convention ont été arrêtés. Et vous savez quand même que c'est Osiwa qui était notre partenaire et qui accompagnait les travaux financièrement. Mais aujourd'hui, Osiwa aussi s'est retiré. Osiwa n'est plus en Guinée, c'est du côté de la Sierra Leone. Donc nous sommes en train de voir comment il faut quand même réactiver les choses pour qu'on puisse aller rapidement avec cette convention collective. Vous savez d'ailleurs, même dans l'acquisition de la carte professionnelle de presse, on demande dans les dossiers à fournir les contrats. Justement. Alors que vous savez que la quasi-totalité des entreprises de presse ne délivrent pas de contrat de travail. Ne signent pas de contrat de travail. Donc c'est un réel problème qu'il faut quand même mûrir là-dessus et voir qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir aller rapidement à la signature de cette convention collective qui va quand même permettre à la corporation de mieux vivre et qui va permettre aux journalistes d'être mieux traités et même qui va d'avoir un cadre juridique un peu exactement, spécifique à la presse. C'est pourquoi à l'installation de la commission de délivrance de cette carte professionnelle de presse, le syndicat a posé une doléance auprès du président de la HAC en lui demandant d'accepter en lieu et place du contrat des engagements écrits et signés par les patrons de presse pour pouvoir permettre à ces journalistes-là d'avoir cette carte professionnelle de presse, puisque cette carte de professionnel, c'est obligatoire pour un journaliste guinéen de l'avoir pour pouvoir exercer sur le terrain. Ouais. Donc, si à cause d'un contrat de travail, un journaliste n'a pas de carte professionnelle de presse, on risque d'avoir beaucoup de journalistes. Je pense que le processus que la HAC a voulu élaborer, c'est peut-être aussi pousser les patrons à signer des contrats. Avec les journalistes. C'est vrai que ça va être difficile, mais quand même, il faudrait que les patrons de presse signent des contrats. Ceux qui n'ont pas les moyens qui acceptent de signer des contrats. Un contrat, c'est dit, c'est une période déterminée, vous savez, un contrat à durée déterminée ou un contrat à durée indéterminée. Donc, en fonction de ça, il faut signer les trucs avec les journalistes pour qu'ils puissent aussi jouir de leur droit d'exercer ce métier. Vous savez, à l'époque, les patrons de presse ont compris, pensaient que signer un contrat de travail avec un travailleur, un employé de presse, c'est dans l'intérêt de l'employé et pas de l'employeur. Et aujourd'hui, ils sont en train de voir les choses autrement. Puisque avec l'émulation dans la presse, ils voient maintenant que les journalistes ils font face à beaucoup de problèmes, puisque les journalistes sont familiers.
S'il y avait un contrat de travail, ça allait quand même freiner les journalistes à déambuler d'un média à un autre. Donc, maintenant qu'il y a beaucoup de facteurs qui existent et qui a ouvert grandement leurs yeux, ils vont quand même s'atteler à signer ces contrats de travail pour éviter beaucoup de choses. Azoka, sur la question de la convention collective. Non, je fais partie de ceux qui ont élaboré cette convention. J'ai participé à sa rédaction. Je pense qu'elle touche tout ce qui est lié aux médias, que ce soit les salaires, les congés, les primes. Vous n'êtes pas prêt à signer. Non, les patrons sont prêts à signer la convention, mais elle a dit qu'il y avait des négociations, il y avait des parties qui n'étaient pas claires, sur lesquelles il fallait éclaircir les choses, notamment sur les primes, les salaires, les congés. Il y avait beaucoup de choses qu'il fallait revoir afin que quand même les patrons soient rassurés que le contenu de la convention peut les favoriser. Et Diarra, il a bien dit aujourd'hui, cette année, on a vu ce qu'on a appelé le mercato au niveau des médias en Guinée. Il y a des journalistes qui quittent tel média pour aller dans tel autre média. Alors, parce que l'autre propose mieux que là où tu es. Si tu as un bon contrat avec la radio, la télé, le site ou le journal pour lequel tu travailles, si tu as un très bon contrat, si tu as des termes de référence, on est libre de partir tu es obligé de rester. Mais tu n'as pas un contrat, bien, Azoka. Même si il faut reconnaître aussi que le contrat, si vous lisez le code du travail en Guinée, le contrat il peut être moral aussi. Vous pouvez ne pas du tout signer un contrat, mais il y a un truc moral. Parce que les patrons guinéens, avec vos patrons, ça aussi, les patrons le savent. Les patrons guinéens, le contrat moral n'a aucune valeur. Non, si. Et moralement, les patrons de presse sont les journalistes à violer le contrat. Mais il y a beaucoup de journalistes qui ont poursuivi des patrons. Là, c'est devant le tribunal du travail qui ont poursuivi les patrons devant l'inspection du travail. Et ces journalistes n'avaient pas de contrat, mais l'inspection a accepté le dossier. On va répartir sur le terrain. Il y a même un cas demain avec le cas des journalistes d'évasion. Justement, on va répartir sur le terrain avec notre deuxième invité qui est déjà au bout de fil, Monsieur Moussa Iboun Konté. Je rappelle qu'il est le président du comité des droits d'accès à l'information publique. Monsieur Konté, merci d'être avec nous dans l'émission Starcom sur la télé du 21e siècle. Bienvenue. Le plaisir est partagé. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Merci beaucoup. Alors, on s'intéresse notamment à cette affaire de nos confrères de la radio Nostalgie avec cette sortie du ministre de la Justice, Mori Doumbouya. Forcément, vous avez votre lecture sur cette actualité au niveau de la presse guinéenne. Comment est-ce que vous avez également interprété cette décision ou la démarche du ministre de la Justice? Bon, je voudrais franchement saluer l'engagement du syndicat des professionnels de la presse privée de Guinée pour la promotion et la défense de la liberté de la presse. Parce que nous de leur engagement, on ne serait pas arrivé à ce niveau, on n'aurait pas obtenu ce résultat. Donc tout le mérite revient au syndicat des professionnels de la presse privée de Guinée. Je voudrais aussi saluer la démarche du ministre de la Justice qui joue son rôle de garde des sceaux. Oui. Et chaque fois qu'il y a un manquement grave à l'état de droit et à la démocratie en chantier dans notre pays, il est de son devoir d'agir. Et c'est ce qu'il a fait à la matière. Et donc, il est dans son rôle et il a fait appel de deux décisions. Qui est une décision unique parce que ça ne repose sur aucune base légale pour ce qui concerne la régulation du secteur de l'information dans notre pays. Je voudrais rappeler ici que la loi M002 du 22 juin 2010 déroge toutes les dispositions contenues dans la loi relative à la cybersécurité et pour ce qui concerne le code pénal renvoie dans la loi sur la liberté de la presse. Donc le code pénal ne peut être appliqué que quand il y a des crimes de sang. Quand il y a des homicides volontaires ou involontaires, c'est la seule fois qu'on peut invoquer le code pénal. Et je crois que le ministre a corrigé
c'est qu'il aurait pu tenir l'image de notre justice en faisant appel de cette condamnation de nos confrères de notre agir. Monsieur Conté, on est un peu pris par le temps. Est-ce qu'on peut dire que cette démarche du ministre Mourid Doumbouya suffit pour qu'aujourd'hui on dise que la presse guinéenne peut désormais être sûre de son fonctionnement et du respect de la loi qui résiste le fonctionnement des médias en Guinée? Non, ça ne suffit pas. Merci. Parce qu'il ne faut pas oublier que après la condamnation de nos confrères par le juge audiencier Kadiri, il a déposé un dossier. Et vous vous rappelez que le pool des avocats de nos confrères avait fait appel de telle condamnation. Oui. Et le procureur aussi a fait appel de telle condamnation. Donc ça s'inscrit dans l'ordre normal des choses. Donc là, le dossier est pendant devant la cour d'appel. Donc le ministre, il faut comprendre la démarche du ministre. Le ministre ne veut pas, le ministre ne promet pas l'impunité zéro. L'impunité zéro pour nos confrères. Le ministre voudrait juste que la loi sur la liberté de la presse soit respectée quand il s'agit des délits de presse ou des délits commis par voie de presse. Le combat qui nous incombe aujourd'hui, c'est de se battre pour qu'au niveau de la cour d'appel, que la décision sur la base de laquelle on a condamné le confrère soit rapportée et que soit on casse la décision, on ramène au tribunal de première instance de Conakry, on reprend le processus à zéro. Et dès le départ, on a commis une faute lourde. On a laissé nos confrères, eux-mêmes ils n'ont pas informé le syndicat ni les autres, ils ont été placés sous contrôle judiciaire. Ils auraient dû alerter le syndicat et les autres journalistes, ils auraient dû refuser de se soumettre au contrôle judiciaire. Mais ils ont accepté de venir là-bas le lundi et le jeudi pour être entendus par le juge d'instruction. Ça, c'était le début de la situation et c'était la première violation de la loi sur la liberté de la presse. Et nos confrères ont accepté cela. Et ça, c'est comme il faut aujourd'hui que nous informons nos confrères sur le contenu de la loi sur la liberté de la presse et leur faire comprendre qu'il n'y a que la situation directe quand il s'agit des délits de presse et qu'il n'y a pas un début de contrôle judiciaire. On ne doit pas placer un journaliste sous contrôle judiciaire. Bien. Bon, donc il faut les faire comprendre. Nos amis, ils sont restés dans cette situation. J'ai même entendu un d'entre eux placer le juge d'instruction dans l'émission Africa 2015, dit que c'était un bon juge, et malgré cela, ils ont été condamnés. C'est pas bon. Donc il faut qu'on fasse beaucoup attention. Quand il s'agit de la liberté de la presse, il faut qu'on reste dans le champ d'action de la loi. Si nos amis étaient informés sur le contenu de la loi sur la liberté de la presse, ils ont refusé d'accepter qu'ils soient placés sur le contrôle judiciaire. Donc ça, c'était la première violation de leurs droits. Merci, monsieur Iboun Conté. On est un peu pris par le temps. Merci d'être passé dans l'émission Starcom. Je pense que vous êtes largement compris et on vous reviendra notamment dans cette émission pour parler d'autres facettes d'actualité nationale de la Guinée. Merci également pour votre disponibilité. Au revoir. Alors, on revient sur ce plateau pour presque clôturer cette émission. Alors, Diarra Guirassy, aujourd'hui, comme l'a rappelé Iboun Conté, et c'est vrai que d'autres exultent en termes de victoire de la presse, mais en réalité, il n'y a pas cette victoire dont on annonce parce que l'affaire continue en justice, mais également il y a d'autres combats qui restent notamment sur la table. Alors, quel est votre invite aujourd'hui à l'endroit de la corporation? Bon, nous invitons les hommes de médias à être professionnels dans le traitement de l'information. C'est un point sur lequel j'insiste dans toutes nos sorties, puisque nous remarquons quand même qu'il y a beaucoup de problèmes liés à la professionnalisation des journalistes, qu'ils fassent appel à leur sens de responsabilité morale dans le traitement de l'information et qu'ils évitent surtout de censurer leurs interlocuteurs. Puisque c'est ce qui amène au patron de presse. Aujourd'hui, je ne vous ai pas vu quand même une secrétaire générale. Vous avez un patron sur le plateau, mais c'est l'opportunité de... En fait, je pense que c'est presque acquis avec les patrons de presse. Je n'ai pas de souci là-dessus. C'est pourquoi
Vous savez d'ailleurs que les patrons de presse sont nos premiers partenaires, ce ne sont pas nos concurrents. Avant tout, on est Avant tout, voilà, s'il n'y a pas d'entreprise de presse, il n'y a pas d'employé de presse. S'il n'y a pas d'employé de presse, il n'y a pas de lutte syndicale. Donc, je croise les bras et je pense que dans sous peu de temps, nous allons partir à la signature de cette convention collective qui va quand même permettre aux hommes de médias de vivre mieux. Ouais, Azoka, pour terminer. Je pense, oui, elle a bien dit, il faut se battre pour que cette convention collective soit adoptée. Il faut se battre pour former encore et encore les journalistes. Il faut beaucoup vulgariser la loi sur la liberté de la presse, la L002, pour que beaucoup de les journalistes connaissent son contenu. Et il faut respecter l'éthique et la déontologie qui régissent ce métier. Il faut assumer la responsabilité sociétale du journaliste. Ça veut dire que nous devons être responsables dans tout ce que nous faisons et tout ce que nous disons et tout ce que nous écrivons. Parce que nous sommes la référence de certains. Nous sommes une référence et donc il faut que cette référence soit bien gardée et préservée par les hommes des médias. Pour ce qui reste, je pense que les patrons de presse, ils sont obligés aujourd'hui plus qu'hier à faire en sorte que les journalistes soient dans les meilleures conditions de travail et dans les meilleures conditions de vie. Si les conditions de travail ne sont pas réunies, si les conditions de vie ne sont pas réunies, les journalistes qui sont aussi des personnes qui en tirent l'essentiel de leurs ressources dans l'exercice de ce métier, ils vont essayer de faire en sorte que leur vie soit améliorée et que le travail soit amélioré. Donc, si on ne met pas les conditions, ils seront obligés de partir ailleurs et les personnes, les ressources, les expériences dans ce domaine, ça manque. La plupart des nouvelles générations, c'est des gens qui ont 5 ans d'expérience, 10 ans d'expérience. Donc il faut se battre pour maintenir l'équipe que vous avez. Il faut se battre pour garder cette équipe en améliorant les conditions de vie et de travail. Bien, c'est tout ce qu'on pouvait dire, chers téléspectateurs, notamment de cette émission. Dans cette émission de Starcom consacrée essentiellement à, en quelque sorte, l'autopsie de la liberté de la presse en Guinée depuis 2010. Et c'est la fin de cette émission. Yaré Grassi, merci d'être passé dans l'émission Starcom. Et maintenant, je peux avoir droit à vos impressions que vous avez gardées jusqu'à la fin de l'émission. Ouais, en fait, c'était ma première fois d'être sur le plateau de Star 21 TV. Ouais. Star 21 TV quand même est une télé qui s'impose sur le terrain parce que nous les voyons dans presque toutes les activités. Ouais. Et l'accueil surtout. Merci. Voilà, ces impressions-là sont là maintenant et on peut clôturer cette émission. Il ne me reste qu'à vous dire, vous, aimables téléspectateurs de cette émission et plus particulièrement de Star 21 TV, merci pour votre aimable attention. On espère tout simplement que cette émission vous a permis de comprendre un peu sur les dessous de ce qui se passe en Guinée en termes de liberté de la presse en Guinée. Et surtout, ne quittez pas sur cette télé car le meilleur reste à venir. Au revoir.